Mesdames et messieurs, il est 22h30 en temps universel et partout en Mauritanie. C'est aussi l'heure de votre rendez-vous quotidien d'information. Donc voici tout de suite le menu. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a lancé ce samedi à Nouakchott la Semaine nationale de la langue française dans le cadre des manifestations commémorant la Journée internationale de la francophonie. Selon le média américain The New York Times, un projet circulant au sein de l'administration énumère 3 catégories de pays, y compris la Mauritanie, classée selon les 3 listes rouges, orange et jaune, dont les citoyens pourraient être soumis à des restrictions d'entrée aux États-Unis en raison de manquements constatés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité ce samedi à Nouakchott les travaux de construction en cours de 10 centres de santé dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott lancé le 20 janvier par le président de la République. Bonsoir et merci de vous joindre à nous en ce mois béni de Ramadan qui vient de boucler son 16e jour. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmeddou, a lancé samedi à Nouakchott la Semaine nationale de la langue française dans le cadre des manifestations commémorant la Journée internationale de la francophonie. Cette manifestation organisée par l'Association mauritanienne de la francophonie et la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences en coopération avec le groupe scolaire libre de Ramaliyat vise à promouvoir l'identité nationale et l'ouverture aux différentes langues. Compte rendu Abdelmejid Salem Mejbour Salem. A souligné tout d'abord que la Mauritanie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui témoigne de son intérêt pour la diversité et le pluralisme culturel. Cette manifestation, organisée par l'Association mauritanienne de la francophonie et la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, en coopération avec le groupe scolaire libre de Ramaliyat, vise à promouvoir l'identité nationale et l'ouverture aux différentes langues. L'association considère la langue française comme un creuset d'intégration, de fraternité et d'échange entre les langues et les cultures du monde, soulignant que l'expansion de la langue française en Mauritanie découle d'une atmosphère d'ouverture et d'une volonté d'affirmer et de renforcer l'identité pluraliste de notre pays. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a rappelé qu'il y a une semaine, le Conseil des ministres a approuvé la création d'une journée de la diversité linguistique en Mauritanie, qui sera célébrée le 1er mars de chaque année. M. Hussein Oulmeddou a noté dans le même contexte qu'il y a au moins d'1 an, la Mahadra mauritanienne a été reconnue comme patrimoine collectif des Mauritaniens par l'UNESCO. Il a ainsi souligné que tout le chemin parcouru récemment par la Mauritanie témoigne de l'importance de l'ouverture aux différentes langues, notamment au français qui a une longue histoire avec notre pays. De son côté, l'ambassadeur de France en Mauritanie, M. Alexandre Garcia, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué au rayonnement de la langue française, soulignant que cette semaine représente une opportunité d'échange, d'apprentissage et d'encouragement de chacun à s'exprimer et à participer. Langue d'avenir portée par des millions de voix à travers le monde. Et parmi elles, bien sûr, les voix mauritaniennes se font entendre, notamment tout au long de cette semaine. Ce sont 41 activités qui animeront les alliances françaises et les villes de Nouakchott, Nouadhibou, Kaïdi, Kifa et Tidjikja, témoignant ainsi du dynamisme et de l'engagement des acteurs de la francophonie en Mauritanie. Cette édition 2025 mettra également en lumière l'initiative 10 mois 10 mots pour la planète. Vous entendrez par exemple dans les établissements scolaires des mots tels que palmeraie, solaire, vivant, autant de mots qui s'articulent autour d'un projet éducatif et ludique permettant de découvrir la richesse du français tout en sensibilisant aux enjeux écologiques et au respect de notre planète. Pour sa part, le vice-président de l'Association mauritanienne de la francophonie, M. Idoumoul Mohamed Lemine, a déclaré que l'association tire sa force de la conviction de ses membres que la diversité linguistique est une ressource importante qu'il faut préserver et valoriser afin de préserver une Mauritanie unifiée avec toutes ses langues et cultures diverses. Notre pays est une richesse inestimable à préserver et à promouvoir pour l'avènement de cet État culturel fier de sa diversité féconde qui a enfanté un pays musulman à la fois arabe et africain, cet État auquel aspire et pour lequel œuvre le président de la République, son Excellence Mohamed El Cheikh Al Ghazouani. Un État dans lequel chaque Mauritanien
est en droit de se réclamer de cet héritage commun, dit son Excellence dans le prologue de son programme Mon ambition pour la patrie. Monsieur le ministre, dans cette Mauritanie dont rêve chaque Mauritanien patriote, et où les aspirations à la différence et à la singularité ne doivent pas nous empêcher de consolider notre pacte national et de chercher à bâtir une société égalitaire, respectueuse de sa diversité et capable de maintenir son harmonie et sa cohésion, comme le dit le Président. De son côté, l'inspecteur coordonnateur du groupement des écoles libres Roumalia, M. Ahmed Ould Abdelsalam, a, au nom de la direction générale de l'établissement, salué le choix de son établissement pour accueillir la semaine de la langue française et de la francophonie. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu le 13 mars à Oyo, au Congo-Brazzaville, avec le ministre mauritanien de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould, porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Le contenu du message aborde des sujets d'intérêt commun entre le Congo et la Mauritanie qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines. L'envoyé spécial mauritanien a souligné la convergence de vues entre les deux dirigeants sur plusieurs enjeux majeurs, notamment l'accélération des projets structurants africains et la promotion du libre-échange économique. Par ailleurs, Sid Ahmed Ould a sollicité le soutien du Congo à la candidature de la Mauritanie pour la présidence de la Banque africaine de développement BAD, une institution clé pour le financement du développement du continent. Cette élection prévue le 29 mai prochain aboutira nécessairement à l'élection d'un candidat africain à la tête de la BAD. Le candidat de la Mauritanie, Sidi Ould Tah, est l'actuel président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il met en avant son bilan à la tête de cette institution qui a triplé son capital. Son parcours lui vaut aujourd'hui le soutien de plusieurs pays. Face à Sidi Ould Tah, 4 autres candidats sont en lice pour la présidence de la BAD. Tout début du processus de concertation et de recherche d'appui commence à Brazzaville. Donc, son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a tenu à ce que je contacte son Excellence, son frère, le Président Denis Sassou Nguesso, le porteur d'un message, mais aussi de demander bien sûr l'appui du Congo pour cette course. Je pense que, quelle que soit l'option qui sera retenue le 29 mai, un Africain va être élu à la tête de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Mamadou Niang, a visité samedi à Nouakchott les travaux de construction en cours de 10 centres de santé dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott lancé le 20 janvier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. La visite a concerné le centre de santé de Sokometal à Tayarit, le centre de santé de Teissir à Dar Naïm, le centre de santé du secteur 4 à Dar Naïm, le centre de santé de Tunweish à Toujinine, le centre de santé de Fellouja, le centre de santé du Potokat à Arafat, le centre de santé du kilomètre 7 à Riyad, le centre de santé du kilomètre 17 à Riyad, le centre de santé de Tarhil à El Mina et le centre de santé de Kouva à Sepra. À l'issue de sa visite, son Excellence, Monsieur le ministre, a fait une déclaration à la presse. Nous avons visité aujourd'hui quelques centres en construction qui rentrent dans le cadre du programme dirigeant de Nouakchott Ville Moderne. Nous avons fait tour à tour de l'ensemble des chantiers. L'objectif de ces visites rapprochées est tout d'abord de voir l'état d'avancement, d'essayer de prévenir les problèmes qui peuvent survenir à l'avenir, afin de les anticiper pour avoir un plan. Globalement, l'avancement des projets, en tout cas ce qui concerne les centres de santé et les écoles d'éducation, nous avons un bon avancement, un très bon avancement. Ce avancement doit être maintenu. C'est l'objet réellement de nos visites rapprochées, des visites quotidiennes que les agences effectuent avec nos ingénieurs. C'est de maintenir cet avancement afin qu'on puisse achever les travaux dans les délais.
Le ministère de l'Énergie et du Pétrole a adressé le 11 mars courant une communication aux sociétés de distribution des produits pétroliers liquides, leur enjoignant d'assumer leurs responsabilités légales dans la distribution de produits de qualité suite à la dénonciation d'usage d'huile frelatée par les pêcheurs artisans. Le département qui rappelle qu'il a été saisi par la FNP, Fédération nationale des pêches, dénonçant des avaries techniques sur les moteurs des embarcations artisanales liées à l'usage d'huile de qualité douteuse, a encore rappelé que la loi 2019-056 stipule que les détenteurs de licences de distribution d'hydrocarbures raffinés autres que le gaz butane sont responsables des pollutions et des altérations de qualité des produits distribués. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole, qui a exhorté les fournisseurs à s'assurer de la qualité des produits, a enfin exigé une certification des produits auprès de la SOMIR avant leur distribution sur le marché. D'autre part, et c'est officiel depuis ces dernières 72 heures, toujours le ministère de l'Énergie et du Pétrole a aussi confirmé que l'opération de colmatage de la fuite des bulles de gaz du puits A02 dans le champ de Tortue a été réussie avec l'installation des équipements techniques sur la tête du puits, ce qui a permis d'arrêter complètement la fuite. En effet, dans un communiqué publié jeudi, le ministère a ajouté que les tests et examens effectués par l'équipe après l'achèvement des travaux ont confirmé le succès de l'opération, mais visiblement la société civile active dans la préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie n'est pas du même avis et a tout de même décidé ce même jeudi d'organiser une conférence de presse pour exprimer et justifier leur vive inquiétude par rapport à l'incident de fuite signalé au niveau de l'un des puits du projet Grand Tortue Ahmeyim. Je vous propose tout d'abord, dans la première partie de ce focus du dimanche, la restitution de Fofana Issa sur cette rencontre. En effet, et l'inquiétude des activistes pour l'environnement est d'autant plus justifiée car 13 jours plus tard, ces moyens n'avaient toujours pas pu être mis en œuvre pour colmater le puits. La société civile ne sous-estime pas pour autant la difficulté d'intervention en grande profondeur où se situe l'accident, mais regrette vivement que la compagnie BP n'ait pas fait montre d'une meilleure communication et d'une plus grande transparence vis-à-vis des parties prenantes locales et même internationales. L'histoire du développement des hydrocarbures offshore dans la sous-région a permis aux pays concernés, et notamment la Mauritanie, de disposer de l'appui d'une communauté scientifique qualifiée pour guider le déploiement de la lutte la plus adéquate avec le moins d'impact, sachant que les compagnies pétrolières ont souvent recours aux produits dispersants pour éviter que la pollution atteigne le littoral et qu'elle soit peu visible des observateurs, des populations résidentes et des médias. BP a notamment péché, selon les OSC, par négligence, mais aussi par mauvaise foi, comme l'illustrent les propos de leur porte-parole. Cet événement, selon les informations que nous avons eues, son impact est minime. Mais pour l'avenir, nous avons demandé dans les remarques que nous avons énumérées tout de suite que la société devait avoir un grand magasin de stockage d'accessoires disponible à tout moment. Parce que si jamais un événement plus grand que ça se déroule, donc le temps, comme vous le savez, les conditions, les aléas, tout ça peut avoir un impact négatif sur la ressource halieutique, sur l'écosystème l'écosystème marin côtier et sur les populations locales. Donc c'est une question nationale. C'est une question nationale qui intéresse tout le monde. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, agissant dans le domaine de l'environnement marin, nous avons, selon les informations que nous avons eues, nous avons demandé à ce qu'il y ait des mesures et qu'il y ait des suivis et qu'il y ait des formations et qu'il y ait une transparence également. Parce que le public a besoin des informations fiables et c'est une question nationale et que les gens doivent être informés à temps. Les OSC ne se contentent pas de jeter la pierre aux coupables, mais dans la foulée, elles font surtout des recommandations. À la suite de la porte-parole, un autre activiste pour l'environnement va plus loin en recommandant à BP d'avoir sur place
tous les dispositifs techniques et la compétence humaine sur place à proximité du site gazier pour intervenir au plus vite en cas d'accident. En fait, pour éviter que de tels incidents n'arrivent et pour travailler ensemble dans l'intérêt général, il serait essentiel d'initier un plan de surveillance pour prévenir tout impact du GTA sur ces écosystèmes sensibles qui a été effectivement ratifié par le protocole de la Convention d'Abidjan afférent aux sites gazières, pétrolières et en offshore. Justement, nous recevons dans la seconde partie de notre magazine l'une des initiatrices de cette conférence de presse en la personne de Maïmouna Selk, présidente de l'organisation engagée pour la protection de l'environnement dénommée Biodiversité, qui a bien voulu nous rejoindre sur le plateau du 22h. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on sera tout de suite tenté de savoir votre avis sur le dernier communiqué du ministère de tutelle qui déclare que le problème est réglé, donc il n'y a plus d'inquiétude à se faire sur le sujet. Qu'en dites-vous? Alors, c'est une très bonne nouvelle, tout d'abord. Même si je remarque que ce qui est bizarre, c'est que le ministère a publié son communiqué le 13, donc le jeudi. Et BP a publié le 14, donc le lendemain de ce communiqué, que la fuite a été stoppée à 9h de ce matin même, le 14, donc 24 heures après l'annonce du ministère. Bon. Mais les anomalies dans cette histoire ne sont pas seulement, il n'y a pas que ça comme anomalie. Donc je rappelle que l'opinion publique a eu cette information grâce à une fuite d'une lettre interne à BP. Donc la fuite a eu lieu le 19. Le 21, le directeur général de BP envoie une circulaire à ses employés pour leur dire que l'incident a eu lieu le 21, qu'il n'y a pas eu de perte humaine, qu'ils sont en train de chercher des solutions pour stopper la fuite qui a été remarquée, donc il y a 48 heures. Et qu'ils ont deux solutions, une de ramener, soit de ramener la tête du puits des États-Unis d'Amérique par un Antonov ou par la Norvège via un bateau, un navire. Donc ils sont en train d'étudier la meilleure solution et que leur priorité c'est de sécuriser bien sûr leur personnel. Donc s'il n'y avait pas eu cette fuite, moi c'est ça ma question et je n'arrive pas à trouver de réponse. S'il n'y avait pas eu cette fuite, qui normalement doit être une fuite interne à BP. Donc quelqu'un de BP a fuité cette information qui a été reprise par un média. Est-ce que nous, on aurait eu courant de ça, de cet incident? Je me pose cette question et ça me donne des sueurs dans le dos parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'exploration, d'exploitation. La transparence est de mise. Tout le monde doit être au même niveau d'information pour trouver les meilleures solutions qui ont le moins d'impact environnemental. Pas les solutions qui sont les plus rentables pour l'entreprise. Donc, je suis vraiment très, encore sous le choc de cette affaire. Voilà. Même s'ils disent que la fuite a été stoppée, mais ce n'est pas fini. Il y a des choses à faire. Voilà, pour la seconde question, le communiqué du ministère de l'Énergie affirme que le dernier survol en hélicoptère le 11 mars n'a révélé aucun matériau à la surface de la mer. Les dernières images satellites prises le 12 mars n'ont également montré aucun matériau à la surface de la mer. La Marine nationale poursuit également ses patrouilles en vue de la surveillance en permanence de toute la zone. C'est très bien. Le ministère du pétrole attend qu'il y ait quelque chose de visible. Donc, ils disent qu'ils sont en train de surveiller via un hélicoptère. Mais je vous rappelle que l'incident a eu lieu à 2000 mètres. 2000 mètres. Donc, c'est très loin. C'est profond. C'est profond. Donc, il y a certainement eu un impact sur les écosystèmes qui sont très loin. On parle de grande profondeur, de plus de 2000 mètres. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un impact sur... Et c'est ça la question. On ne demande pas s'il y a eu un effet sur la surface de la mer, que ce n'est plus tout beau, tout bleu, mais de savoir réellement un impact, quel est l'impact de cet incident. Absolument.
15 jours, non, c'est plus de 23 jours de fuite de gaz dans ces profondeurs. Avec cette pression, ça ne peut pas passer comme ça. Il faut qu'il y ait une commission indépendante d'experts environnementaux spécialisés, et nous en avons au niveau national et au niveau international qui connaissent très bien comment faire pour faire un audit et nous dire qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi l'impact sur la biodiversité en faisant des prélèvements, en faisant des comparaisons avec l'état de référence, parce que nous avons un état de référence avant que BP commence à exploiter dans la zone, comment étaient les eaux, comment était la biodiversité, et faire la comparaison. Si on n'a pas ça, on ne peut pas dire que tout va bien. Évidemment. Mais on attend le communiqué du ministère de l'Environnement. Ça, c'était vraiment uniquement le ministère des Pêches, mais on attend le ministère du Pétrole, mais on attend aussi les autres communiqués pour voir. Bon, un de vos collaborateurs dans le reportage de tout à l'heure préconise que BP déploie une logistique complète sur le territoire sénégalo-mauritanien et prêt à intervenir en cas de problème. Est-ce que techniquement ce dispositif peut être mis en place? Alors, ce qu'on a constaté, et c'est ça aussi qui nous choque, parce que ça nous montre que BP n'a pas pris au sérieux ses engagements, n'a pas pris au sérieux les recommandations, non seulement la première commission d'enquête dans leur problème de 2010, mais aussi n'a pas pris en considération les recommandations des experts indépendants qui ont critiqué leur étude d'impact environnemental et qui ont formulé des recommandations. Et ils n'ont pas aussi tenu compte des meilleures pratiques qui se font partout dans le monde, à savoir avoir ce matériel sur place. On ne peut pas s'amuser à explorer des gisements qui dorment dans les grandes profondeurs sans avoir la moindre des choses, sans avoir des pièces de sécurité à portée de main. C'est-à-dire, déjà en Mauritanie, il a fallu attendre 10 jours pour qu'un Antonov ramène la pièce. Vous imaginez s'il y avait une catastrophe plus grande? Si le puits avait explosé? Une catastrophe. On va attendre que 10 jours l'Antonov amène une tête de puits? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et ça nous montre que BP soit ne prend pas au sérieux tout ceci, ou soit BP n'est pas du tout prête pour ce genre d'exploration à haut risque. Voilà, Madame Maïmouna Salek, on vous voit également très active et inquiète sur les canaux sociaux pour la préservation des espaces maraîchers, communément appelés les jardins de la SEPRA. Apparemment, ce sujet vous préoccupe. Alors, en résumé, on se situe le problème. Alors oui, ça me préoccupe à juste parce que c'est l'unique poumon vert que nous avons. Un poumon vert qui a plus de 60 ans, 50 ans de vie, et qui est en danger. Donc menacé déjà par la négligence, vraiment le sabotement, je veux dire vraiment les sabotages qu'il y a au niveau de cette palmeraie, et on nous dit que on va transformer cette belle palmeraie en un marché de légumes, ce qui est une aberration et vraiment un non-sens qui ne répond ni aux urgences climatiques et aux engagements de la Mauritanie pour lutter justement contre le réchauffement climatique, et qui ne répond pas à une logique de mettre un marché de légumes entre deux hôpitaux. Vous imaginez les camions venir avec des ambulances, déjà avec les bouchons qui existent déjà, une ambulance ne peut même pas arriver à l'hôpital. Absolument. S'il y a des camions qui ramènent des légumes ou qui rapportent des légumes, je me demande comment les gens ici réfléchissent. Vraiment, ça pose des problèmes. Merci Madame Maïmouna Salek. On espère vous retrouver avec notre équipe de reportage pour mieux édifier l'opinion sur le bien fondé de la préservation des jardins du 5e. Selon le média américain The New York Times, un projet circulant au sein de l'administration énumère 3 catégories de pays classés selon les 3 listes rouges, orange et jaune dont les citoyens pourraient être soumis à des restrictions d'entrée aux États-Unis en raison de manquements constatés. L'administration Trump envisage de cibler les citoyens de 43 pays dans le cadre d'une nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis
plus large que les restrictions imposées pendant le premier mandat du président Trump selon des responsables proches du dossier. Un projet de recommandation élaboré par des responsables diplomatiques et sécuritaires propose dans ce cadre 3 projets de liste rouge, orange et jaune. La Mauritanie figure dans le projet de liste jaune de 22 pays qui disposeraient de 60 jours pour remédier à leurs manquements perçus sous peine d'être transférés sur une autre liste en cas de non-respect. Ces problèmes pourraient inclure le défaut de communication aux États-Unis d'informations sur les voyageurs entrant, des pratiques de sécurité prétendument inadéquates pour la délivrance des passeports ou la vente de citoyenneté à des ressortissants de pays interdits, ce qui pourrait constituer une échappatoire aux restrictions. Nous poursuivons toujours en compagnie du cheikh et théologien Tariq Ramadan notre réflexion autour de la question de la Palestine pendant tout ce mois béni afin de tirer les enseignements spirituels qui nous parviennent de Palestine, de la situation politique, mais plus profondément sur la question du sens que cette épreuve peut avoir par rapport à notre intelligence, à notre responsabilité humaine et à notre engagement dans le monde. Je vous propose tout de suite le 16e chapitre de votre Académie du Ramadan, animé par le cheikh Tariq Ramadan, qui nous rappelle ce soir que les prières nocturnes constituent la force de notre journée. Bismillahirrahmanirrahim, que la paix soit sur vous. Nous avons atteint la moitié de ce mois déjà et le temps passe vite. Le temps passe parfois trop vite. Et ce qui s'est passé pendant tout ce mois du Ramadan, c'est que nous sommes habitués à une pratique qui est essentielle, qui a été essentielle pendant toute la vie du prophète, la vie du messager. Celle qui a consisté à se rapprocher de la nuit, à veiller la nuit, à faire la prière de la nuit, que ce soit le tarawih après le jeûne, que ce soit le matin avant de se lancer dans le jeûne de la journée. Il y a un rapport tout à fait particulier avec les nuits du Ramadan, non pas celles qu'on nous propose aujourd'hui dans le monde moderne où les nuits du Ramadan sont des nuits où on s'oublie, des nuits où on oublie même que l'on jeûne le jour. Non, pendant les nuits du Ramadan, les nuits telles que le prophète les vivait et nous les rappelait, était justement d'aller puiser cette force de la spiritualité dans la nuit quand tout est sombre et qu'il reste la lumière du cœur, qu'il reste la lumière de ce lien avec Dieu. Et puis de se souvenir que la nuit, elle a une dimension réelle, elle a une dimension particulière aussi symbolique. On traverse la nuit pour aller vers la lumière, des ténèbres vers le jour. Et Dieu sort les êtres humains des ténèbres de cette nuit vers la lumière. Donc il y a une dimension symbolique. Il y a aussi une dimension qui est celle de ce cœur que l'on réveille également, et puis la nuit qui peut être aussi celle de la catastrophe, celle du malheur, celle de l'épreuve et qui va vers la lumière. Quand le prophète s'installe à Médine, au moment où il arrive, que dit-il aux êtres humains avec lesquels il va construire la cité du jour, la cité de la lumière? Eh bien, ce qu'il dit, Ifshu salam, répandez la paix, at'imut ta'am, donnez la nourriture aux pauvres, silul arham, soyez forts dans vos liens de parenté, wasallu wannasu niyam, priez quand les gens dorment. Et il s'était habitué à cela. Il avait habitué sa communauté, lui-même priait au point que les jambes de ceux qui étaient derrière lui étaient très fatiguées parce qu'il priait de longues nuits. Il priait de longues nuits pour aller chercher pendant la nuit cette spiritualité forte qui lui faisait être en lien avec Dieu et qui lui permettait le jour de trouver la force de résister à l'injustice, de résister aux épreuves, de résister au rejet, au boycott, aux insultes également. La force de ce cœur qui prie la nuit pour changer le monde le jour,
parce que c'est ce que le prophète alayhi salam a fait, c'est ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ce que l'on doit chercher pendant le mois du Ramadan, pendant ces nuits où l'on veille, chercher la force d'avoir la force, de pouvoir changer nous-mêmes et ceux qui nous entourent, et notre entourage et notre monde, et être du côté toujours des injustes, être avec le juste la nuit, pour faire face aux injustes le jour. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ce 16e chapitre de votre Académie du Ramadan met un terme à ce journal dont je vous rappelle encore une fois le sommaire qui l'a constitué. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a lancé ce samedi à Nouakchott la Semaine nationale de la langue française dans le cadre des manifestations commémorant la Journée internationale de la francophonie. Selon le média américain The New York Times, un projet circulant au sein de l'administration énumère 3 catégories de pays, y compris la Mauritanie, classés selon les 3 listes rouge, orange et jaune dont les citoyens pourraient être soumis à des restrictions d'entrée aux États-Unis en raison de manquements constatés. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité ce samedi à Nouakchott les travaux de construction en cours de 10 centres de santé dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott lancé le 20 janvier par le président de la République. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à 4h30 ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon début de semaine à tous.